Bonsoir et bienvenue, je suis Carmen Févillier, encore une fois, ravie de vous retrouver sur 3 en 1 Afrique et Global Africa Télé Sud. L'Afrique tient-elle encore sa propre ENA, créée en 2018 à Nanterre en France et désormais implantée au Togo depuis 2023. L'école politique africaine, l'EPA, veut former une nouvelle génération de dirigeants africains et administratifs capables de relever les défis du continent. L'école politique africaine s'engage à fournir une formation adaptée aux défis contemporains de la gouvernance sur le continent africain avec une approche ancrée dans les réalités culturelles, économiques et géopolitiques du continent. Alors l'EPA serait-elle la nouvelle ENA africaine? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui son directeur, le Dr Prince Israël Koya, chercheur en sciences politiques et l'un des penseurs africains les plus dynamiques sur les questions de gouvernance, de géopolitique et de diplomatie du développement. Bonsoir, Dr Prince Koya. Merci et bienvenue sur 3 en 1 Afrique et Global Africa Télé Sud. Bonsoir, Carmen. C'est un plaisir d'être parmi vous. Alors, je vais vous présenter parce que vous êtes un expert, un penseur, comme je l'ai dit, dynamique dans la communauté parmi les Africains. Donc, vous dirigez, comme je l'ai dit, l'école politique africaine depuis 2018, c'est bien ça? C'est ça. Depuis 2018? C'est ça. Vous êtes docteur-chercheur en sciences politiques engagé comme expert pluridisciplinaire sur les questions de gouvernance, de communication politique et de relations internationales. Tout à fait. Vous intervenez publiquement dans des conférences et webinaires sur la diplomatie africaine, la souveraineté éducative et les enjeux de formation de leadership pour les cadres de la diaspora. En effet. Et ce n'est pas terminé, vous intervenez encore comme expert en diplomatie et géopolitique africaine. Vous êtes auteur de nombreux livres, et publications scientifiques. Et vos travaux interrogent de manière critique les rapports Nord-Sud, la coopération internationale, la place stratégique de l'Afrique dans le monde globalisé, ainsi que les logiques d'appropriation locale du développement. Et ensuite, vos domaines de recherche, comme je l'ai dit, portent sur les dynamiques socio-économiques institutionnelles du développement en Afrique, la diplomatie proactive des territoires africains, la sécurisation stratégique des espaces africains dans un monde multipolaire. Et vous êtes ivoirien, d'origine ivoirienne. Tout à fait, Abidjan. Abidjan. C'est ça. Vous êtes natif d'Abidjan. Tout à fait. Mais vous paraissez jeune avec tout ce parcours, docteur Koya. Pouf, je suis croyant, je crois que c'est une grâce de Dieu. Mais oui, je pense qu'on a essayé de faire ce qu'on peut pour se mettre au service du continent. Et comme Cheikh Anta Diop le disait, qui est un ennemi très cher à moi, si l'Afrique veut s'en sortir, il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Voilà. Ah oui. D'où le fait qu'on essaie justement de s'armer de science pour répondre aux défis, aux problématiques posées au continent. Oui. Alors, docteur, on va commencer notre interview. Mais je voudrais qu'on parle quand même de l'actualité parce que vous êtes quand même un expert en stratégie, en diplomatie. Tous les diplomates africains se retrouvent actuellement à l'ONU pour la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Tout à fait. Et donc, au niveau de l'Afrique, on s'approche de la démocratie, des changements au niveau des échéances électorales, il y aura beaucoup de changements, les présidents vont être changés. Et donc, malgré ces transitions démocratiques, on observe encore, docteur, des fraudes électorales, des limitations de liberté, encore une faible participation citoyenne. Et selon vous, vous les remarquez ou vous aussi, je suppose? Bien sûr. Et donc, selon vous, quels seraient les freins majeurs à la démocratie en Afrique et comment l'école peut-elle contribuer à y remédier? Très bien. Le constat, il est très bien fait de votre part, je vous remercie. En réalité, pendant le temps de cette émission, je pense que si nous devions égrener toutes les solutions et tous les défis démocratiques qui se posent à l'Afrique, on n'aurait pas assez de temps. Mais on va faire l'effort, en tout cas, d'être assez concis et précis sur les constats d'abord et évidemment sur les pistes de solutions que nous pouvons envisager ensemble. Oui. En réalité, le problème démocratique se pose en Afrique. Le problème démocratique se pose en Afrique. Tantôt, évidemment, on a des élections, mais qui sont en fait des simulacres démocratiques organisés pour
on oublie, n'est-ce pas, une volonté, par exemple, pour un régime de se maintenir en place. Donc, on organise les élections pour que rien ne change. Donc, en ce sens-là, finalement, au fur et à mesure, on a vu même la Fondation pour l'innovation démocratique dirigée par Achille Bembe, qui a remis au goût du jour le concept de démocratie substantive, parce qu'il dit, ben, finalement, les élections, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas une condition nécessaire pour parler de démocratie. Il faut que la démocratie puisse respirer dans le pays. Il faut que les peuples puissent le sentir, que la démocratie puisse avoir un impact qui permette une vraie liberté et un développement, et que finalement, elle ne se limite plus seulement, n'est-ce pas, à la question des élections. Évidemment, pourquoi toutes ces propositions foisonnent? Parce qu'en Afrique, finalement, le modèle démocratique imposé après les indépendances n'a jamais réussi finalement à faire modèle. Vous voyez un pays comme le Maroc qui est une monarchie depuis son indépendance en 1956 et même beaucoup plus avant, hein, dans le cas du royaume chérifin. C'est l'un des pays les plus stables politiquement. C'est là où j'allais en venir. C'est l'un des pays où finalement la population légitime volontairement par ce lien à la fois politique et spirituel et coutumier qui le lie à son souverain. Il y en a d'autres pays comme le Botswana qui sont hyper stables avec cette fois-ci un mixte entre une démocratie moderne importée avec des institutions comme le Parlement et autres, mais avec par exemple l'inclusion des chefs traditionnels, des rois, des différentes tribus dans le système de gouvernance. Donc finalement, est-ce qu'il faut forcément mimer les systèmes démocratiques européens, sachant que je fais une différence entre les systèmes démocratiques et le principe démocratique. Je suis pour le principe démocratique, je ne suis pas pour copier les systèmes démocratiques, parce que vous vous rendrez compte que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont tous des pays démocratiques, mais ils n'ont quasiment pas du tout le même système. En Côte d'Ivoire, par exemple, si on avait deux partis politiques, les républicains et les démocrates, on aurait crié au scandale en disant mais c'est pas possible, il n'y a pas de pluralisme, mais c'est ce que les Américains ont décidé, même s'il y a des partis mineurs, mais personne n'en parle. En Grande-Bretagne, c'est une démocratie monarchique, n'est-ce pas, avec une reine qui a certes un pouvoir politique limité, mais qui a un pouvoir de décision avec un Premier ministre. Mais on ne crie pas au scandale. Donc la France également, qui a un système démocratique, mais qui est très singulier et différent de la Grande-Bretagne. Mais dans tous les cas, ce qui les lie, c'est le principe démocratique, l'envie de donner la liberté à chacun de pouvoir s'exprimer. Donc je pense qu'en Afrique, il faut revenir. Il y a beaucoup de conférences qui se font, il y a beaucoup d'élections qui sont organisées. Je pense que nous avons péché dès le départ. Si nous voulons adopter un système démocratique efficient et efficace, il faut revenir aux fondamentaux, définir des principes démocratiques qui nous respectent et qui sont conformes à qui nous sommes, à nos cultures, à nos coutumes. D'accord. Alors, docteur Koya, comme je l'ai dit, il y a l'Assemblée, j'allais dire parlementaire, l'Assemblée c'est ça, générale. Ils vont parler de toute façon. L'Assemblée générale des Nations Unies, c'est ça. Où se trouvent nos dirigeants actuellement. Nous avons observé justement la position de nos diplomates face au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais qu'en est-il sur le conflit entre Israël et la Palestine ? Quelle serait la voie, selon vous, quelle serait la voie que nos dirigeants pourraient comment dire, adopter, voilà. Je peux m'exprimer ainsi en disant que je pars des faits, tout simplement. Traditionnellement, l'Afrique accorde son soutien à l'État de Palestine. La plupart des pays africains en dehors du Cameroun et de l'Érythrée, pour des raisons qui sont intimes à chaque pays, mais finalement ont reconnu l'État de Palestine depuis la déclaration de l'existence de cet État en 1988. Donc de fait, et l'Afrique a accordé un statut d'État observateur à la Palestine, et Israël avait bénéficié de ce statut en 2021, mais qui lui a été retiré par la suite, donc il y a bientôt 2 ans. Donc finalement, globalement, l'Afrique davantage apporte son soutien à la Palestine. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un continent dont les nations, les tribus précoloniales avaient été esclavagisées, puis colonisées, et donc c'est stigmate. C'est le rejet du colon. C'est le rejet du colon. Au-delà du rejet du colon, c'est le rejet de l'asservissement. C'est l'affirmation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'affirmation de la volonté de vivre ensemble, selon la philosophie Ubuntu. Parce que je suis, parce que l'autre est. Et chez l'Africain, il n'y a pas de suprémacisme, il y a une humanité. Pourtant, c'est ce qu'on voit dans les États. Malheureusement, on revient au système, on a copié des systèmes auxquels nous ne croyons pas réellement.
Et quand ces systèmes sont vidés de leur substance endogène, en réalité, on manifeste à l'extérieur ce qu'on a envie d'être, et nous faisons en fait ce que nous ne sommes pas. Voici pourquoi, évidemment, il y a des ratés à ce niveau. Mais Ubuntu, ce qui est la philosophie africaine primordiale, vous pouvez encore le voir dans nos villages ou ailleurs, il y a une forme de respect, une forme de tribunaux publics, une forme de transparence, de démocratie et de bien-être partagé qui subsiste encore. C'est peut-être ces modèles-là qu'on a échoué à importer. Et donc, pour l'Afrique, l'État de Palestine doit pouvoir cohabiter avec l'État d'Israël sans que l'un de l'autre ne puisse être nié. Mais aujourd'hui, je pense que les Africains militent en faveur, quelque part, de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est cette position qui est défendue de manière commune. Et comment évaluez-vous, docteur, la voix et l'influence de l'Afrique, justement, dans ce concert des nations qu'est l'ONU? Très bien, je pense que le vrai problème se pose là. Parce que, évidemment, l'Afrique a été victime d'une forme d'hypocrisie historique parce que lorsque la Déclaration des Nations Unies était signée en 1942 et l'ONU créée en 1945, évidemment, vous le savez contre moi, à l'exception de quelques pays, le Libéria, l'Éthiopie, toute l'Afrique était colonisée. Et bien, finalement, quand on sort des années 1945, il y a ce qu'on appelle la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est d'ailleurs essentielle à l'entente multilatérale, mais qui est instrumentalisée par les plus puissants. On a le droit de veto qui est accordé aux 5 membres permanents, un club fermé, et donc l'Afrique est exclue. Grand continent, 30 millions d'habitants, 1,4 milliard d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés exclus. Bon, la faute à qui? La faute évidemment à cette hypocrisie historique, mais aussi l'Afrique n'est pas parvenue à se donner les moyens de peser. Parce qu'au-delà des positions qu'on prend, lorsqu'on a des dettes importantes, qu'on n'arrive pas à rembourser, qu'on demande tous les jours la remise de la dette, lorsqu'on n'est pas parvenu à affirmer au moins sa souveraineté, pas sa puissance, mais une capacité à autoproduire, à se défendre, et qu'on dépend inexorablement. Les responsabilités ne sont pas partagées, justement. Oui, mais déjà, moi, je pars de ce que je peux faire, moi. C'est-à-dire que lorsque je dépends financièrement, lorsque je dépends militairement, pour certains, ils disent je suis libre, mais ils dépendent de la Russie, pour d'autres, je suis libre, mais des États-Unis, et pour d'autres, je suis libre, mais de la France. Lorsqu'on ne dépend pas encore, lorsqu'on n'est pas autonome militairement, financièrement, politiquement, il est très difficile de peser dans des débats internationaux. Là, il s'agit de la réelle politique. Dans le débat international, comme on peut le voir, d'ailleurs, l'ONU, je m'inquiète pour elle, elle va tendre à disparaître, malheureusement, parce qu'elle a été créée pour maintenir la paix, la sécurité internationale et garantir le droit international. Malheureusement, ce droit international est violé depuis 5 ans de toutes parts dans le monde et l'ONU est incapable d'assumer son rôle aujourd'hui. Et évidemment, qui sont les pays qui peuvent dicter les normes sur le plan international? Ce sont les pays dotés de la puissance. Aujourd'hui, nous sommes dans le retour au droit du plus fort, malheureusement. Et dans le cas du droit du plus fort, l'Afrique n'est pas la plus forte factuellement aujourd'hui pour imposer sa volonté. Et aucune solution possible pour une meilleure représentation des pays. Bien sûr, travailler à la souveraineté. Et si je parlais des BRICS, par exemple? Travailler à la souveraineté, travailler à l'union. Et pour vous, la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, elle est vaste. C'est éviter les coups d'État, c'est assainir la situation économique et tout. Bien sûr, la souveraineté, elle est multidimensionnelle. D'ailleurs, je viens de développer, je suis le premier, ça n'a pas été rendu public, mais ça va l'être bientôt, le premier indicateur de la souveraineté des États mondiaux. C'est-à-dire que la souveraineté, elle est vaste, elle est militaire, elle est énergétique, elle est financière, elle est militaire. Donc, on n'a pas réussi encore à développer un indicateur, un mécanisme qui nous permette de mesurer. Qu'est-ce que nous va? La souveraineté, c'est quoi? C'est dans l'idéologie de Ubuntu. Ce n'est pas la puissance. La puissance, c'est être fort et aller chez l'autre, le dominer, donc avoir une capacité de déploiement pour dominer. La souveraineté, c'est je suis capable de m'organiser, de m'autosuffire, de prendre soin de ma population et de me défendre économiquement, militairement. Donc, une fois qu'on a posé ces bases... Et de se déployer. Et de se déployer aussi, mais pas pour marcher sur les autres. Voilà, c'est ça la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas le souverain, comme j'entends souverainisme, non. Vous avez, dans beaucoup de pays libéraux, vous entendez le thème de souveraineté aujourd'hui. Mais il y a 5 ans, quand on sortait ce mot, on disait, non, la souveraineté, ce n'est pas non plus le nationalisme. C'est une capacité à s'auto-affirmer, à autoproduire pour l'épanouissement de sa population et pour sa propre défense dans tous les domaines. Et
quand cette vision est acceptée, on commence à mettre des mécanismes en place. Par exemple, une libre circulation à travers l'Afrique, une intégration commerciale importante, des mécanismes financiers importants qui permettent justement de financer les économies africaines par des Africains en absorbant les avoirs de la diaspora. Donc, au plan militaire, une coopération militaire plus accrue face au terrorisme, une vraie armée africaine. Donc, ce sont des thèmes que tout le monde sait plus ou moins. Le panafricanisme, bien sûr, mais un panafricanisme tangible, parce que même dans le panafricanisme aujourd'hui, il y a des divergences aujourd'hui philosophiques. Certains parlent de panafricanisme spirituel par lequel l'unité viendra. Ben là, pour le moment, il nous faut une armée africaine forte. Bon, je ne vois pas le lien entre le spirituel, bien que je sois moi-même quelqu'un de spirituel. Je pense qu'il faut une vision commune. Et même si on n'est pas capable de s'entendre, il faut aller sur ce qui nous unit. Même dans le panafricanisme, il y a des divergences idéologiques. Mais je pense que le plus important, pan-africain veut dire s'unir pour travailler. Définir l'une chose après l'autre, politique, diplomatique, militaire, énergie, pour pouvoir avancer ensemble. C'était le vœu justement du président libyen, l'ancien président libyen. Bien sûr. Et lui, il avait attaqué l'un des pans principaux, par exemple, la monnaie africaine. C'est un pan de souveraineté. Et puis d'autres présidents, comme le président rwandais à l'époque, en 2015, avec Donald Kaberuka, avait installé la taxe Kaberuka de 0,02% sur les importations hors Afrique pour garantir au moins l'autonomie financière de l'UA. Qu'en est-il devenu de cette taxe? La taxe a été adoptée de mes derniers souvenirs par 30 pays. Après, 30 sur 55, la faisabilité reste encore à désirer parce que le budget de l'Union africaine n'est pas encore autonome. L'Union africaine n'est pas encore autonome, par exemple. Et donc, à l'ONU, docteur, aujourd'hui, quels sont les enjeux prioritaires pour l'Afrique dans ces discussions? Les enjeux prioritaires pour l'Afrique, c'est d'abord, ce que je ne soutiens pas moi forcément, bizarrement, c'est la défense de sièges permanents à l'ONU. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, paradoxalement, c'est exceptionnel. Je prends le courage de le dire. On est déjà des membres non permanents. Ça ne pèse pas. Par exemple, la Palestine n'est pas encore un État membre de l'ONU à cause d'un veto. Non, les États le reconnaissent, les États ont la latitude de reconnaître. Mais pour entrer à l'ONU, il faut que tous les membres, y compris les membres permanents, donnent leur accord pour être membres de l'ONU. Par exemple, la Palestine n'est pas parce que les États-Unis ont posé le droit de veto. Pourtant, nous sommes déjà des membres non permanents. Et vous savez, les membres non permanents n'ont pas une influence réelle. Je parlais en fait de la création de l'État par... Oui, il est déjà créé, mais par exemple, il n'est pas un membre de l'ONU. Et nous, même si on le voulait, on ne pouvait pas. Parce que 55 pays n'ont pas le droit de veto. Mais un seul pays qui a le droit de veto peut mettre fin à notre volonté à nous. Vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie qui se présente. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, on veut 2 sièges permanents. 2 sièges permanents, pour faire quoi? Pour faire quoi? Oui, pour faire quoi? Mais je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une guerre. Israël-Palestine. Il y a un massacre en cours, chacun le qualifie comme il veut. Il y a également le conflit russo-ukrainien. En réalité, ce sont les plus forts qui ont damé le pion à l'ONU. Aucune des résolutions de l'ONU n'est respectée. Et d'ailleurs, lorsque l'ONU veut sanctionner, un seul droit de veto suffit à enrayer. Donc finalement, avec nos 2 sièges, concrètement, quand on arrive dans la situation actuelle où l'ONU elle-même n'est plus respectée, que vont changer les 2 sièges qu'on nous donne? Donc pour moi, c'est symbolique, oui. C'est une puissance symbolique qu'on nous octroie. Une forme de reconnaissance? Une forme de reconnaissance, oui, c'est très bien. Mais aujourd'hui, l'Afrique, plus que la reconnaissance, a besoin... On ne quémande pas, docteur, est-ce que l'Afrique ne quémande pas? Honnêtement, Singapour n'a pas besoin de demander un siège permanent aujourd'hui. Honnêtement, la Malaisie, pour moi aujourd'hui, c'est un continent riche, formidable, fabuleux. J'ai fait 7 mois encore récemment en Afrique. On a tout pour s'imposer. Il nous manque la technologie, les moyens financiers et la bonne volonté politique qui va soutenir une vraie politique d'éducation, de formation, adaptée à nos enjeux. On a tellement de choses à faire, une population dynamique, jeune, un territoire vaste, des terres arables importantes, pour finalement s'attacher à un symbolisme. Parce que oui, pour moi, c'est du symbolisme. La France, par exemple, est un membre permanent du Conseil de sécurité, mais la voix de la France ne pèse pas dans les guerres actuelles. Tout simplement. Voici un exemple tangible que je vous donne. Donc oui, c'est important, mais pour moi, ça reste symbolique. Aujourd'hui, il faut travailler à ce qui peut émanciper nos jeunes qui meurent dans la mer, qui n'ont plus de perspective chez nous, alors que nous avons les facteurs de production
qu'il nous faut. Le défi, il est là. Et il faut former. Il faut former. Les cadres et les dirigeants. Les cadres techniques, pas seulement administratifs, mais techniques, les ingénieurs surtout. des mines, de parce pétrole. C'est eux qui sont au front. Ben, parce que je vois qu'on exproprie aujourd'hui, on enlève telle mine, tel gisement à une entreprise européenne, on nationalise, mais pour rentabiliser ce genre de choses, il faut qu'il y ait une capacité de reprise nationale. Mais là, c'est des domaines techniques. Ce n'est pas juste le pavoisement par des drapeaux qui permet de faire advenir cette réalité. En réalité, pour le faire, lorsqu'on exproprie, l'État se donne la capacité par ses agents nationaux ou par d'autres agents étrangers, mais sur lesquels il peut avoir le contrôle, désormais, de reprendre le relais. Et même si vous enlevez à un autre, que vous en donnez à un autre, que vous n'avez pas d'experts, d'ingénieurs, de sociétés nationales capables de superviser au millimètre près l'exploitation de vos gisements, c'est le même appauvrissement qui continue. Donc je pense qu'il faut vraiment aller au pragmatisme. Vraiment aller au pragmatisme, c'est une belle transition pour parler de l'école politique africaine. Est-ce que l'école politique africaine est une nouvelle ENA, Dr Koya? Pas vraiment une nouvelle ENA, parce que les ENA, vous le savez, ce sont les écoles nationales d'administration. Mais évidemment, dans l'idée, c'est de former évidemment les cadres, et là je vous rejoins, former les cadres qui sont censés diriger l'Afrique. Pas que les cadres actuellement qui ne sont pas formés, ils sont très bien formés techniquement dans les meilleures universités du monde, parce que je ne fais pas l'africanisme à outrance non plus. D'ailleurs, moi-même, j'ai étudié dans des universités françaises. Restons réalistes. Voilà, on est très réaliste. Il y a des choses fabuleuses qui se font. Il y a des grandes universités à la pointe des connaissances techniques, économiques. Et ce qui manque, par contre, et beaucoup vous le diront, les banquiers, les grands professeurs d'université de droit et autres, ben, c'est la connaissance profonde de leur propre continent. Par exemple, je prends un exemple, on parle de la démocratie. Eh ben, peu de gens savent que nous avions des systèmes démocratiques africains pré-coloniaux. Donc quand je dis aux gens aujourd'hui, ben, il faut adapter la démocratie, les gens se disent, ah, mais c'est un discours redondant. Mais non, on avait des systèmes de classe d'âge qui existaient. On avait des systèmes de caste qui étaient moins démocratiques. On avait des monarchies, on avait des chefferies. Ce sont autant de systèmes politiques qui existaient. Donc par exemple, dans un pays, lorsqu'on se redécouvre, on avait des philosophies politiques aussi, comme Ubuntu, comme la RAT et comme bien d'autres choses. Mais quand on se redécouvre, on est capable de redéfinir les principes démocratiques selon les aspirations profondes et légitimes de chacun des peuples. Et à EPA, l'école politique africaine, ce que nous apportons en plus, c'est non seulement l'enseignement de la science politique ou des sciences politiques de manière générale, mais de manière spécifique, on enseigne suivant des intérêts et des paradigmes africains. Ceux qui n'ont jamais entendu parler des systèmes politiques propres à l'Afrique, endogènes à l'Afrique, ben on entend parler. Nos étudiants s'éveillent. Comment vous conciliez ça? Je vais vous donner un exemple tangible. Lorsqu'on est à l'université universelle, on apprend chez Thomas Hobbes quelque chose qui est vrai d'ailleurs, parce qu'il tire expérience d'une réalité du XVIIe siècle en Grande-Bretagne. Il voit qu'effectivement l'homme est un loup pour l'homme. Parce qu'il dit que finalement, ben, les hommes, pour leurs intérêts égoïstes, s'entredéchirent. Mais il tire l'expérience des guerres de religion qui ont lieu chez lui, des guerres entre la monarchie et les opposants. C'est un contexte qui est propre à la Grande-Bretagne. Mais dans toutes les universités du monde, on enseigne Thomas Hobbes. Et l'Africain, il le répète. Et lorsque le président arrive au pouvoir, il se dit « Ah ben oui, mes opposants, il faut que je les écrase parce que je sais que l'homme est un loup pour l'homme. » Vous voyez comment une philosophie politique peut influencer tout un système de gouvernance. Alors que, par exemple, dans nos universités, si on enseigne Ubuntu, et qu'on met en perspective Thomas Hobbes, c'est qu'on dit, oui, Thomas Hobbes a dit ça, mais voilà le contexte dans lequel il a dit. Ce qu'il a dit n'est pas faux parce que c'est théorique. Mais en réalité, en Afrique, Ubuntu dit, par exemple, je suis parce que l'autre est. C'est ensemble qu'on va plus loin, seul on va plus vite. Donc, un politique formé à cette philosophie n'aura pas la même vision de gouvernance qu'un politique formé dans le cadre de l'area politique typique des réalistes. C'est il faut un homme de pouvoir fort pour mater les oppositions, pour mater les rébellions. Par exemple, ça résoudrait la question, par exemple, de la liberté d'expression dans nos pays. Ça résoudrait la question du fait que les élections ne soient pas transparentes et que la police soit armée pour mater, pour tuer les gens qui protestent. Donc ça, c'est concret. Sur beaucoup d'autres, aussi dans le domaine économique, évidemment, dans les enseignements économiques, on va parler de libéralisme, mais nous, on va parler de pragmatisme. C'est-à-dire qu'on est libéral quand il le faut. Il ne faut pas être borné. Mais quand l'économie doit être ouverte pour attirer des capitaux, des technologies qu'on n'a pas, sous le contrôle étatique, il faut le faire.
Mais il faut aussi être socialiste. Quand l'argent du pétrole, du gaz rentre dans des pays immensement riches, il faut partager. Il ne faut pas dire, ben non, nous on est libéral, mais non. Beaucoup de pays le réussissent. Le Qatar, l'Arabie du Sud, l'Arabie saoudite, ils sont riches de leurs ressources naturelles. Ces systèmes se sont effondrés de toute façon. Et ils s'adaptent à leur culture. Donc je pense qu'il y a ce problème-là qu'on a de copier. Je suis de la gauche, la droite en Afrique. On ne connaît même pas l'histoire de ce système qui remonte à 1780 en France et ainsi de suite. Donc AEPA, c'est vraiment les spécificités africaines, la tangibilité de nos connaissances, de nos savoirs qu'il faut aussi donner aux générations de leaders africains. Aux générations de leaders. Qui sont justement ces leaders africains qui sont passés par l'école? Beaucoup, moi déjà. Oui, voilà, oui, moi, le président au crew Gédéon. On a beaucoup d'étudiants. Alors, qui est-ce le président Le président de l'EPA au crew Gédéon, oui. c'est un homme de vision. Je vous explique rapidement son histoire. C'est un jeune Africain qui a grandi en France, qui participait aux conférences de beaucoup de professeurs africains sur la libération de l'Afrique et ainsi de suite. Et un jour, il s'est posé la question de savoir, après toutes ces conférences, qu'est-ce que l'Afrique devient, loin de l'Afrique? Et donc, il a décidé de rassembler les professeurs justement qui faisaient des conférences. Il leur a dit, créons une école politique africaine. Parce qu'il existe Sciences Po en France, il existe l'ENA qui est en fait des... Et sciences politiques dans l'école? Oui, bien sûr, c'est une école de sciences politiques. Les sciences politiques, on enseigne la science politique et les sciences politiques dans toutes les sciences de la gouvernance, que ce soit les relations internationales, l'histoire, l'économie politique, et j'en passe. Évidemment, c'est une école... Ancrée aux réalités africaines. Ancrée aux réalités africaines. C'est ça l'exceptionnel. C'est ça l'exception. L'exception avec l'école. Tout à fait. Et rapidement, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on va parler de vos défis. Quels sont vos défis, les obstacles que vous avez rencontrés, que vous rencontrez encore? Les défis, c'est les obstacles auxquels tous les Africains de bonne volonté peuvent être confrontés. C'est-à-dire qu'on a une vision qu'on veut affirmer. Malheureusement, parfois, les moyens ou même l'acceptation des siens en fait défaut. Parce que généralement, c'est ce qui vient d'ailleurs qui est meilleur. Et parfois, on n'a pas les moyens pour transformer nos matières premières, pour financer des universités à grande échelle. Donc nous, aujourd'hui, évidemment, on a besoin que les Africains nous fassent confiance et qu'on est capable de former localement nos élites. Et d'autre part, des financiers qui seraient intéressés par l'implantation de l'école politique africaine à travers plusieurs pays qui épousent notre vision sont les bienvenus. Parce qu'Ubuntu dit, seul on va plus vite. Oui. On a la gloire, mais ensemble on va plus loin. Et la gloire devient peut-être éternelle. D'accord. Et quelles sont vos ambitions alors Nos ambitions, c'est de faire de EPA l'une des grandes références en termes d'école de formation politique des leaders africain qui va essaimer à travers tout le continent et même le monde entier. Pour qu'enfin, nous n'ayons pas une éducation qui soit suprémaciste, mais tout simplement qui redonne sa fierté à l'homme africain pour discuter d'égal à égal dans le Conseil des Nations et pour gouverner équitablement, durablement, pour le bonheur de nos populations qui ont tant souffert. Car tout passe par la politique. Merci beaucoup, docteur Koya. C'est moi qui vous remercie. Directeur de l'école africaine à Paris et au Togo. Tout à fait. Et chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux à nous suivre du Gabon. Nous vous remercions d'être aussi nombreux. J'étais Carmen Févillier, toujours aussi ravie de vous présenter cette édition. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine émission 3 ans en Afrique sur Global Africa Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.